Alors, Exo 26, page 150. Donc cette fois, c'est une montgolfière qui est en pleine ascension. Elle est modélisée par son centre de gravité. Les forces qui lui sont appliquées, c'est son poids et la poussée d'Archimède. Pendant une première phase, elle s'élève verticalement à vitesse constante. Écrire la relation entre les deux forces, puis les schématiser en justifiant le choix. Donc là, on commence par définir notre système. C'est la montgolfière, le référentiel terrestre supposé galiléen. Donc on va pouvoir y appliquer les lois de Newton, on verra lesquelles nous intéressent. Donc première chose, on est dans une élévation verticale, donc le mouvement est rectiligne. Est-ce qu'il est uniforme? Ben oui, la vitesse est constante, donc c'est rectiligne et uniforme. Donc là, quelle est la loi de Newton qu'on va pouvoir appliquer? Mouvement rectiligne uniforme dans un référentiel galiléen, on va appliquer la première loi de Newton. Donc, acquis à la montgolfière dans le référentiel terrestre. Et qu'est-ce qu'elle dit, la première loi de Newton? Elle dit que si le mouvement est rectiligne uniforme, donc c'est ce qu'on vient de voir, alors la montgolfière a un mouvement, est soumise à des forces qui se compensent. Quelles sont ces forces? On a dit qu'il y avait le poids et la poussée d'Archimède. Donc ça veut dire que la somme du poids plus... Alors poussée d'Archimède, ça s'écrit souvent par la lettre pi, égale vecteur nul. Donc ça, c'est l'écriture de forces qui se compensent. La somme vectorielle des forces est égale au vecteur nul. Donc schématisé en justifiant les choix. Donc là, pour le schéma, on représente le centre de gravité de la montgolfière. On n'a pas d'indication de la masse de la montgolfière, donc on ne pourra pas calculer P égale M fois G, mais on va faire une représentation sans échelle, donc ça, on peut le préciser à côté. Sans échelle, on va représenter deux vecteurs qui font la même longueur. Donc le poids, on le connaît, on sait que c'est quelque chose de vertical vers le bas. Et on va représenter la poussée d'Archimède qui est forcément, pour annuler le poids, verticale vers le haut avec la même longueur. Donc voilà la poussée d'Archimède. Donc là, à titre indicatif, la poussée d'Archimède, c'est une force qui s'oppose au poids et qui a comme intensité le poids du volume d'air qui est déplacé par la montgolfière. Donc la masse d'air, on la détermine à partir de la masse volumique de l'air fois le volume de la montgolfière, et ça nous donne une idée des deux. Donc là, on est dans une configuration où les deux se compensent. Alors ça, c'est grâce à la taille de la montgolfière, comme son volume est très important, on peut avoir une poussée d'Archimède qui est équivalente au poids. À la question 2, maintenant, il faut procéder de même façon lorsque la montgolfière s'élève verticalement en accélérant. Donc si cette fois la montgolfière accélère vers le haut, on ne peut plus appliquer la première loi de Newton, c'est la deuxième loi de Newton qu'il va falloir appliquer. Donc acquis à la montgolfière dans le référentiel terrestre, toujours pareil, donc on écrit tout ça. Donc on va pouvoir dire que somme des forces, donc c'est P plus pi vecteur, formule vectorielle, égale à dp sur dt. La masse de l'ensemble, alors il ne précise pas trop si on enlève de la masse ou pas, donc on va considérer que c'est une constante. On sait que certaines
certaines montgolfières peuvent chasser un peu d'air pour voir leur masse changer. Bon, ici, on considère que c'est pas forcément de cette façon-là que ça va se passer. Bon. Et c'est fois l'accélération. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit si ça accélère vers le haut? Donc, évidemment, il faut dire dans quel sens on définit le repère. Le vecteur accélération sera vers le haut. Donc, si ça accélère en montant, donc ça veut dire que le vecteur accélération est vers le haut. Donc, P plus pi est vers le haut aussi. Donc, ça veut dire que la poussée d'Archimède a une norme plus importante que le poids. Donc là, je ne mets pas les vecteurs, puisque ils ne sont pas dans le même sens. Donc ça ne voudrait rien dire de mettre vecteur P supérieur à vecteur P, puisque pi est positif alors que P est négatif. Donc ça serait impossible à écrire. Par contre, point de vue norme, pour que la somme des deux soit plus grande, donc si je représente la situation, j'ai un vecteur pi comme ceci, contre un vecteur P plus petit, en norme, et donc globalement la somme des deux qui va faire quelque chose qui est vertical vers le haut. Pour le petit c maintenant, qu'est-ce qui va se passer si c'est une décélération en montant? Donc le vecteur accélération cette fois est vers le bas, donc la somme de vecteur P plus vecteur pi agit vers le bas. Donc pour ça, il faut forcément que la norme de P soit supérieure à la norme de pi. Et donc ça, c'est l'inverse. On a notre vecteur pi comme ça et notre vecteur B, P. Ah, j'arrive pas à le faire plus grand, donc vous comprenez quoi. Que pi, on va le faire un petit peu plus petit, pi. Donc pi est plus petit, en norme, mais en sens inverse évidemment. Et donc l'action globale de la somme de ces deux forces, si je fais vecteur P au bout duquel je rajoute le vecteur pi comme ceci, ça me fait un vecteur globalement, on va changer de couleur en vert par exemple, ça me fera un vecteur qui part du début de P qui arrive au bout de pi et qui agit globalement verticalement. Donc la somme des deux vecteurs est verticale vers le bas, donc l'accélération est vers le bas aussi. Voilà, voilà.